Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les banques au Liban en grève ce vendredi pour protester contre la hausse des impôts sur les dépôts bancaires. Les commissions parlementaires mixtes ont repris leur concertation place de l'Étoile à Beyrouth. Une dernière réunion consacrée à la grille des salaires avant que le projet de loi ne soit soumis à la Chambre demain samedi. Standard & Poor's attribue une perspective stable à la note du Liban B-B et avertit contre les conséquences des risques sécuritaires sur la stabilité et la croissance du pays. Le Galaxy S5, dernière version du smartphone vedette de Samsung, sort ce vendredi dans le monde entier pour tenter de relancer le sud-coréen. L'Association des banques du Liban a décidé la fermeture de toutes les institutions bancaires ce vendredi, et ce pour protester contre les décisions prises par les commissions parlementaires mixtes concernant le financement de la grille des salaires du secteur public, notamment la hausse des impôts sur les dépôts bancaires. Le président de l'Association des banques du Liban, François Bassil, a affirmé ce midi que ces mesures auront des répercussions négatives sur les épargnants et les prêts bancaires et constitueront un fardeau pour les ménages. L'analyse de Sami Nader, économiste et consultant financier, que j'ai joint un peu plus tôt par téléphone. Aujourd'hui, ils ont imposé donc une nouvelle taxe sur les banques. Quelles sont les conséquences de ces mesures-là? Premièrement, ça va freiner les transferts vers le système bancaire libanais et donc ça va avoir une conséquence directe et sur la liquidité des banques et par conséquent sur l'équilibre monétaire et financier. C'est encore le seul pilier qui reste de l'économie libanaise. Il ne faut plus toucher, il faut mettre en garde contre toute tentative de déstabiliser ce qui reste, le seul pilier qui reste, qui est la stabilité économique et financière. À Dieu ne plaise, la liquidité bancaire est affectée, c'est tout le système qui s'écroule et on est devant un scénario analogue à ce qui s'est passé en Grèce. Notre dette croît aujourd'hui à un taux de 4,2% alors que notre économie à peine enregistre des 1%, des 1,2% de croissance. Ça, c'est une recette pour la banqueroute. La solution est très simple. Donc, couper dans les dépenses de l'État, faire des réformes structurelles rapides comme la privatisation de l'électricité qui, à elle seule, coûte l'État plus que 3 200 milliards, c'est-à-dire plus que 2 milliards de dollars. Si on est capable de faire seulement cette réforme, le débat sur la grille des salaires n'existe plus. On a de quoi couvrir ce que coûte la nouvelle grille des salaires et encore plus. Donc ça, et de l'autre côté, il faut relancer la croissance. Comment relancer la croissance? Eh bien, la privatisation est une option. Une autre option, c'est donc de faire vite, de passer la loi sur les PPP pour faciliter les investissements dans le secteur ou dans les infrastructures qui seraient de nature à booster l'économie. C'était donc Sami Nader, économiste et consultant financier. Les commissions parlementaires mixtes ont repris leur concertation aujourd'hui à 15h, place de l'Étoile à Beyrouth. Une dernière réunion avant que le projet sur la grille des salaires ne soit soumis à la séance plénière du Parlement demain samedi. Les organismes économiques ont appelé le président de la Chambre, Nabi Berri, à prendre en considération leurs remarques et les avertissements de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, ainsi que ceux du gouverneur de la Banque du Liban, Riyad Salamé, qui a demandé à ne pas se précipiter dans l'adoption de la grille et à l'échelonner compte tenu des risques. Je vous disais en titre, Standard & Poor's a attribué une perspective stable à la note du Liban, contre négative auparavant. L'agence de notation estime que le risque d'escalade des tensions domestiques s'est réduit et que le système financier du pays soutient le paiement de la dette. Toutefois, Standard & Poor's dit voir peu de perspectives d'une amélioration importante des fondamentaux macroéconomiques ou des finances publiques et affirme penser que les risques sécuritaires vont continuer à peser lourdement sur la stabilité et la croissance. La note B-B à long et court terme du Liban a été confirmée ce vendredi.
Dans le reste de l'actualité, les familles des détenus libanais en Syrie ont organisé ce vendredi une manifestation dans le centre de Beyrouth. Une nouvelle mobilisation pour réclamer aux autorités de faire toute la lumière sur le sort de leurs proches. Les manifestants ont notamment demandé que le dossier des détenus en Syrie soit remis au directeur de la Sûreté Générale, Abbas Ibrahim. Ces familles tiennent depuis 9 ans un sit-in permanent dans le jardin Gebran Khalil Gebran, au centre de Beyrouth. De nombreux Libanais seraient toujours détenus en Syrie sans aucune forme de procès. Les rebelles islamistes en Syrie ont repoussé un assaut d'insurgés djihadistes contre Boukamal. C'est une ville de l'est du pays, et ce après de combats acharnés qui ont fait environ 70 morts en moins de 24 heures. L'objectif des djihadistes était de s'emparer de cette localité à la frontière irakienne pour tenter de faire la jonction avec leurs frères d'armes de la province irakienne d'Al-Anbar. Par ailleurs, sachez que l'évacuation des armes chimiques syriennes a repris aujourd'hui. 72 conteneurs doivent être chargés sur les navires en charge de l'opération au port de Latakia avant le 30 juin. Elles seront ensuite chargées à bord d'un navire américain qui doit procéder à leur destruction par hydrolyse. Restez des nôtres au retour de la pause, deuxième jour de la visite d'État du président Hollande au Mexique. Retour sur le plateau de l'info, le deuxième marathon de Palestine se tenait ce vendredi à Bethléem. Les 3000 coureurs ont fait une boucle à l'intérieur de la ville, bordée par le mur de séparation pour dénoncer l'occupation israélienne. Un coureur de Gaza, Nader El-Masri, voulait y participer, mais il n'a pas été autorisé à sortir du territoire, toujours sous blocus israélien. Ce marathonien est pourtant allé jusqu'à Pékin pour les Jeux Olympiques de 2008. Dans un tout autre registre, une bonne nouvelle pour les Palestiniens. La Palestine est désormais partie aux 4 conventions de Genève. Ces traités sont considérés comme des textes fondamentaux du droit humanitaire. La demande avait été déposée le 2 avril par le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Israël a décidé de lancer des sanctions économiques contre les Palestiniens pour les punir de leur démarche auprès de l'ONU. Parmi ces sanctions, le gel des transferts de taxes. Et vous voyez à l'écran Benyamin Netanyahou. L'Égypte devrait installer cette semaine un système permettant la détection des tunnels le long de la frontière entre le Sinaï et Gaza. Des sources militaires égyptiennes ont indiqué que le système comprendra notamment des capteurs et des appareils photo de pointe. L'armée a annoncé en mars dernier avoir détruit 1370 tunnels reliant le Sinaï à l'enclave palestinienne contrôlé par le Hamas, interdit d'entrer en Égypte. Le Caire accuse le parti islamiste de s'allier avec les frères musulmans pour commettre des attentats, notamment dans le Sinaï. Et puis sachez aussi que 2 membres armés de la confrérie interdite des frères musulmans ont été tués ce vendredi par la police dans une fusillade à un barrage routier au nord du Caire. Un 3e assaillant a été blessé et plusieurs autres ont réussi à prendre la fuite. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, ce vendredi 11 avril est le 2e jour de la visite d'État du président français François Hollande au Mexique. Une visite qui scelle la réconciliation entre les 2 pays après les tensions liées à l'affaire Florence Cassez. Ce rapprochement est important pour la France qui trouve là un allié diplomatique potentiel et souhaite renforcer le partenariat économique entre les 2 pays. Statu quo dans l'est de l'Ukraine, les bâtiments de l'administration régionale à Donetsk sont toujours aux mains des séparatistes pro-russes, malgré l'expiration ce vendredi de l'ultimatum lancé par les autorités de Kiev. Et la contestation gagne du terrain. À Odessa, dans le sud, des milliers de manifestants ont aussi plaidé pour une fédéralisation de l'Ukraine, ce que refuse Kiev. La police a été prise pour cible lors d'affrontements entre pro-européens et pro-russes. À l'unanimité, les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté en faveur de la résolution 2149. Elle autorise le déploiement de 12 000 casques bleus en République centrafricaine. Ils y seront donc au mois de septembre. Objectif, protéger les populations et les convois humanitaires, maintenir l'ordre, arrêter les criminels de guerre, mais aussi contribuer à préparer les élections qui mettront un terme à la transition l'année prochaine. Et le nord-est de l'Australie se prépare à l'impact. Le cyclone Ita, classé niveau 5, le plus dangereux, approche des côtes et risque de provoquer d'importants dégâts. Il est accompagné de pluies diluviennes et de vents atteignant 300 km/h. Des centres d'hébergement ont été ouverts pour les habitants. Les météorologues considèrent qu'Ita est plus puissant encore que Yazi, qui il y a environ 3 ans avait dévasté la région.
Et avant de refermer ce journal, on va parler de lecture et de journalisme avec notre invitée Micheline Tobia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'une des chefs de file du collectif Nashallah News, un média en ligne indépendant créé en 2010. Et justement, vous nous revenez aujourd'hui pour parler un peu de votre bouquin, votre premier ouvrage en tout cas, Beyrouth, chroniques et détours. La signature, c'était hier. Raconte-nous un peu l'ambiance. Pour la signature, c'était quelque chose de vraiment très sympa de lancer notre livre à Beyrouth. Nous avons commencé Nashallah News il y a 3 ans comme média en ligne pour parler du monde arabe, de la Turquie et de l'Iran. Et sur l'art, la culture et les changements urbains, on s'est dit que c'était une bonne occasion de commencer quelque chose, d'imprimer quelque chose. Et justement, c'est s'éloigner surtout de la politique. Voilà, aussi. exactement, de faire quelque chose de nouveau, de différent de ce qu'on entend de la région. Et donc, dans votre recueil, justement, c'est un peu découvrir le Liban à travers plusieurs articles. Et c'était surtout un défi pour vous de trouver un fil conducteur, justement, entre ces récits. Oui, exact. Nous avons voulu travailler avec plusieurs auteurs et ne pas avoir une même perspective, un même angle de Beyrouth. Donc c'était l'occasion d'avoir 19 auteurs ou 20 auteurs même dans le livre. Il faut le souligner, il y a des professeurs d'université, voilà, des élèves qui ont journalistes, contribué, des journalistes, exactement. Et juste des gens qui avaient des histoires à raconter, que ce soit sur le ramasseur de poubelles qui travaille devant leur immeuble, ou bien sur un immeuble qu'ils ont découvert, ou des histoires qu'ils voulaient partager avec les lecteurs. Et c'est une histoire que vous retenez, ce serait laquelle? Le ramasseur de poubelles, Abou Hassan. Ça fait 50 ans, 60 ans qu'il travaille en tant que ramasseur de poubelles et qui travaille toujours, qui reste optimiste à propos de Beyrouth. C'est justement pour les lecteurs aller un peu dans l'intimité du Beyrouth et connaître un peu tous ses recoins. Exact, c'est plus personnel comme approche. Et ça donne une image différente du Beyrouth qu'on connaît. Une approche en photo aussi parce que voilà, justement, il y a plusieurs photos qui accompagnent justement et qui illustrent les articles. Exact, c'est un ouvrage de 300 pages et la moitié sont des photos faites par nos designers amis qui sont basés à Genève. Ils sont venus 5 semaines au Liban et ont voulu découvrir d'eux-mêmes les histoires, les auteurs, les personnages et avoir leur propre touche personnelle pour le livre. Veuillez m'excuser, Madame Tobia, priorité au direct, direction l'aéroport de Beyrouth où le patriarche vient tout juste d'arriver. Voici son point de presse. اتفاق الطائف للبنان يصير فيه الإصلاحات اللازمة وينطلقوا من جديد ولو عجز الأسرة الدولية والعربية يبدو أنه كمان هيدا أمله في ضئيل. الفرق بين لبنان وهون أنه اللبنانيين أرادوا ينهوا الموضوع وصار الاتفاق الطائف، أما هون بعد ما في إرادة لإنهاء الحرب وما في إرادة بعد لأي لقاء للإصلاحات الدستورية. طبعا هيدا الصورة اللي نحن بنأسف انها تكون هيك، لكن بدام عندنا الامل نحن بنصلي بنشاهد. بالحقيقة ما صرنا نتكلم عنها، تكلمنا أكثر عن مشكلة النازحين الموجودين في لبنان وخطورتها مش بس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولكن خطورتها الأمنية كمان. بالوقت اللي نحن قررنا أنه ولا ممكن لبنان بطبيعته يسكر بابه بوجه أي إنسان، نحن مع كل المساعدة لهم مع كل تفاهمهم، لكن هذا بشكل للبنان شيء ضخم جديد. وفعلا هو قال وحتى المدير العام قال وكل هاللي التقيناهم قالوا يا عمي لو نحن نتصور ثلث الشعب اللبناني فات عليه، لو فات ثلث شعب سويسرا لهون شو بيعملوا؟ لو فات ثلث الشعب الامريكاني على امريكا شو بيعملوا فيهم؟ نحن بنقول يا عم لبنان بلد جبار لكن نحن ما فينا نتفرج عليه. سيدنا حديثك لأحدى الصحف المحلية ترك جدل حول نقطة مهمة جدا، بحيث نسب إلى غبطتك القول أنه لا تؤيد ترشح شخص من 14 أو 8 أذان وأنك تفضل شخص توافقي. هل تم تجزئة كلامك أو تحوير هالكلام أو فعلا غبطتك قلت هالكلام بالتحديد؟ معقول أنا أقول هذا الكلام؟ أنا أول مرة عم بحكي يعني؟ معقول أنا أقول أنا أستبعد فريق وفريق؟ هذا الكلام إجا بطور حديث مع صحافة أجنبية وصحف بدردشات ووصلنا للكلام نقول إنه اليوم في لبنان في عنا مرشحين من كل الجهات، وطبعا سئل الموضوع عن في 14 وفي 8 وقلنا ما يقال عند الكل إنه إذا ما صار في توافق على واحد من 14 أو من 8 بشكل إنه أو هالجهة تيجي معهم أو هالجهة تيجي معهم أو حدا وسطي
معقول ما يكونش في حدا من 14 او 8 ساعتها بينبشوا عن واحد ثالث. مين ما بيقول هالكلام؟ مين ما بيحكي هالكلام؟ انا بدي اقول انا استبعد؟ شو انا ولد صغير؟ انا ليش انا عندي صلاحيه استبعد؟ انا دائما عمال بقول هذا الانتخاب نحن ككنيسه ما إلنا علاقه لا بالترشيح ولا بالاستبعاد ولا بالاستحضار. نحن كل شيء بنطالب انه المجلس النيابي هو سيد امره، والكتل السياسيه بيتشاوروا، بتمرق صندوق الاقتراع مع صندوق الاقتراع ومع التشاور ينضج شخصيه الرئيس. نحن اي رئيس ياتي من 8 اذار، من 14 اذار، من خارج 2، اي رئيس ياتي باجماع الأكثرية المطلقة بالمجلس النيابي هو رئيسنا، اللي نحن بنعتبره الرئيس اللي ربنا بعث لنا اياه، ولا نحن من ايده. نحن هالقد اولاد صغار لنجي نستبعد فلان او فلان؟ هالقد نحن قصار تنستبعد فلان او فلان؟ اللي بده يكتب كل الحديث، اما يكتب او على القليل يرجع لكلامنا الدايم. نحن كل شيء بنقول بنريد رئيس عنده شخصيته، عنده اخلاقيته، عنده ثقافته. هيدا بيكون الرئيس القوي لانه بيفرض حاله بمجتمعه. ثم بنريد رئيس يقدر يلملمنا لانه مش قادرين بقى نستمر بهالانقسامات. رئيس عنده اطلالته بالعالم العربي، عنده اطلالته بالاسره الدوليه، لانه هذا الرئيس اللي هو في لبنان. وبنقول يا جماعه بالتشاور والتفكير والاقتراع، ونحن بلد ديمقراطي من ما كان بحق له يترشح ومن ما كان فيهم هن ينتخبوه، ومنقول ساعتها بيجي هذا الرئيس اللي هو منتظر. وكنا دائما نكرر، وحتى اتصلت بالرئيس بري بدي حييه اليوم انه يا دولة الرئيس لازم الشعب اللبناني يرتاح بقى، وحتى المرشحين يرتاحوا. ابدأوا كنا بدنا نخبر خبرية بس وقتنا كان قصير. خبرية بالإنجيل لما مرة اجوا اليهود وكلهم قالوا ليسوع حاجة تعذبنا بقى، قلنا انت المسيح ومش المسيح بقى. بدي اقول له حاجة تعذبون يا فخامة الرئيس، حاجة تعذبوا الصحافة، حاجة تعذبوا المرشحين، حاجة تعذبوا الناس. بلشوا بهالاقتراعات. مع الاقتراع والتشاور بيولد الرئيس الانسب والافضل للبلاد. واي رئيس بدي اقول لك من هلا موقفنا، اي رئيس ياتي وبينتخبوا المجلس النيابي بالنسبه لنا هذا الرئيس المنتظر. انا هذا نحكيك هلا كنسيا بقى يرتاحوا اللبنانيين. انا لن ارشح احدا، لن استبعد احدا، لن اقول اسم احد، لانه احترم المجلس النيابي. هذا العمل عمل المجلس النيابي. بدهم الحين لا بدك تسمي، ما عندي الروح القدس يوحي لي. سيدنا مش مطلوب منك التشاور الكتل السياسيه ويسمعوا المجتمع اللبناني ويفوتوا بمسؤوليه مجلس نيابي عنده شرف ينتخب رئيس وننطلق لقدام. العالم كله عم يتطلع على لبنان. سيدنا مش مطلوب منك تسمي مثل ما تفضلت وقلت، ولكن عباءة بكركي هي تغطي الجميع، جميع اللبنانيين، فكيف بالأحرى الطائفة المارونية الكريمة. في حال اجتمعوا الأقطاب ببكركي من الأربع أقطاب المعروفين عماد عون، دكتور جعجع، رئيس الجميل، والسليمان فرنجية، اجتمعوا تحت عباءة بكركي، هل بالإمكان توصل إلى قاسم مشترك للتوافق على مرشح معين فيما بينهم على الأقل؟ لا، يبدو أنه نحن ما بنطلب هيدا. إذا بهن بيحبوا يطلع مرشح منهم بيعملوه، وإلا لحد هلا كان دائما يقولوا لا خلي ضم الترشيح حر. في ترشيح في ما في ترشيح، لأنه بلبنان فيك تنتخب واحد ما يكون مرشح. لذلك ما في داعي انه هن يجتمعوا حتى يطالعوا مرشح، خاصة وانه في انتماءاتهم الى المجموعات الاخرى. لذلك بقى الاتفاق انه الترشح حر وعدم الترشح حر، وبنطلقوا الى بداية الانتخابات. واملهم كلهم كبير انه باسرع ما يمكن يصير انتخاب رئيس. اذا تعثرت الامور بيرجعوا بتفاوضوا مع بعضهم، ساعتها بيحكوا
بيحكوا بترشيح واحد أو اثنين. شو مدى صحة المعلومات أن غرفتك بتأيد تعديل المادة 49 لتفسح في المجال أمام يعني بعض الأشخاص للترشح كالعماد أنا بعتقد وحاكم مصرف لبنان على سبيل المثال؟ أنا بعتقد اللبنانيين سمعونا لما كنا بحديث